j'ai insisté sur quelques points. J'avais beaucoup d'autres choses à dire sur la question du rapport des jeunes Africains, des jeunes Sahéliens à la question de la gouvernance. D'abord, la question de la gouvernance, parce que moi je procède ainsi. J'interroge toujours les paradigmes dominants pour voir s'ils sont toujours pertinents ou s'il faut les remettre en cause. Et le paradigme aujourd'hui dominant, c'est le paradigme qui a remplacé le combat qu'on avait en Afrique pour un leadership nouveau, un leadership rénové, un leadership qui véritablement prend en charge les véritables problèmes du continent. Et ils l'ont remplacé par le mot gouvernance. Et gouvernance, c'est très élégant, c'est séduisant comme concept, mais pour moi, ça tend peut-être à, disons, élargir le spectre de ceux qui prennent les décisions à tous les niveaux. C'est une bonne chose, cet aspect-là. Mais en même temps, l'aspect, on ne responsabilise pas une vision. Une vision. Le monde a toujours été dirigé par des visions. Visions venant d'une femme, d'un jeune, d'un homme, d'un certain âge, etc. Peu importe. Mais il faut une vision, il faut une ligne directrice pour qu'on sache d'où on va et vers où on veut arriver. Et la Chine l'a réussi. Aujourd'hui, la Chine l'a réussi. Elle est aujourd'hui candidate au statut de première puissance mondiale. Le Brésil l'a quelque part réussi. L'Inde l'a réussi. La Malaisie, etc. La Corée. Mais malheureusement, en citant ces pays, on ne peut pas citer un pays africain. Et ça, c'est un problème parce que nous avions le même potentiel que ces pays en 1960. Pourquoi tous ces pays se sont détachés et sont partis? J'interroge le paradigme du leadership en Afrique. Et comme je l'ai dit, une bonne partie du leadership a été éliminée. Éliminé, il n'y a pas à passer de midi à 14h, a été éliminé. Où est Lumumba? Où est Barthélémy Boganda? Où est Ruben Umniobe? Félix Ouandie, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, etc. Véritablement, les gens, chaque fois que l'Afrique pouvait s'accrocher à une vision, on a éliminé le porteur de la vision pour tuer la vision. Donc ça, c'est un problème sur lequel je voulais m'entretenir avec les jeunes Africains. L'autre problème, j'ai dénoncé ce que j'appelle les gâchis en Afrique. Nous ne pouvons pas avoir un potentiel féminin aussi important. Je n'ai pas donné cet exemple, mais c'est important. Quand on parle d'agriculture en Afrique, on parle des hommes. On montre des photos où les hommes sont au champ, en sueur, en train de se battre. Mais 70% de l'agriculture africaine, c'est le fait des femmes. C'est les femmes africaines qui sont dans les champs de riz, les rizières, qui sont partout en train de se battre. Donc, non seulement elles s'occupent des foyers, elles s'occupent de nourrir les gens. Moi, les femmes, c'est vraiment, disons, c'est celles qui font tout pour que l'Afrique survive. Après ce qu'on a connu, esclavage, colonisation, néocolonisation, si les femmes africaines n'étaient pas là pour prendre en charge ce continent et prendre en charge la survie des Africains, on en serait peut-être dans l'histoire des peuples qui ont existé une fois et qui n'existent plus dans l'histoire. Donc on le doit aux femmes africaines. Maintenant, ce que je dis, c'est que les compétences des femmes africaines sont avérées. Comme j'ai dit, quand on est opprimé pendant des siècles, quand on se reprend, quand on se révolte, quand on veut prendre sa part dans la gouvernance de son pays, souvent, dans la formation, on ne fait pas les choses à moitié. Les femmes sont souvent les meilleures parmi les meilleures pour être simplement normales. Et je ne comprends pas qu'en Afrique, qu'on ait des gouvernements de 30 ministres avec 3 femmes, 4 femmes, au nom de quoi? Et vous le demandez à certains, ils disent, oui, mais attendez, vos critères de genre et tout, mieux vaut la compétence. Mais le drame, c'est que les femmes sont plus compétentes que ceux qui le disent. Ceux qui disent cela, ces femmes sont plus compétentes qu'eux. Donc il faut changer cela. Sinon, le gâchis va continuer. Et ensuite, j'ai parlé des Mozart assassinés, de tous ces talents qui périssent en Afrique, qui n'ont pas eu la chance d'éclore, de donner leur plein potentiel. Parce qu'en Afrique, parfois, on ne donne pas l'opportunité aux gens. Et je pense aux jeunes, je pense aux femmes, je pense à tous les exclus, tous ceux qui ne sont pas, qui ne bénéficient pas de l'inclusion et des sphères de décision. Parce que c'est dans les sphères de décision qu'on prend, qu'on oriente un pays, qu'on lui fait avancer dans une certaine direction. Et ça, il faut corriger ça en Afrique. On a 1,3 milliard d'habitants, dont, dit-on, 65 à 70% de jeunes. Vous vous rendez compte? Ces jeunes-là, 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras. 2 milliards de bras peuvent soulever toutes les montagnes du monde. Vous allez prendre une montagne et la soulever. Donc, pourquoi nos dirigeants, nos leaders,
n'arrivent toujours pas à comprendre le potentiel qu'il y a dans la jeunesse. Quand on vous décrit la jeunesse africaine, vous vous dites, oh là là, quel malheur. Et c'est faux. C'est quelle chance, c'est quel atout. Et cet atout-là n'est pas respecté, n'est pas valorisé. Donc il faut changer tout ça pour donner une nouvelle dynamique à l'Afrique. Nous avons toutes les conditions pour nous développer. Les autres pays là mobilisent leur capital humain et ensuite vont chercher des ressources en Afrique. Nous partons déjà des ressources disponibles. On dit qu'il y a 40% des ressources naturelles du monde en Afrique. Donc vous marchez sur de l'or, du diamant, du pétrole, du coltan, du cobalt, des terres rares. Vous marchez sur tout ça et on vous dit que vous êtes pauvre et vous l'acceptez. Il faut arrêter ça. Donc, nous sommes au 9e symposium annuel. Donc, les 8 premiers symposiums que nous avons eus, c'était un symposium purement académique où nous avions convié le monde universitaire beaucoup plus et puis beaucoup plus aussi d'autres sommités des organisations de la société civile et du monde politique aussi. Et donc, nous nous sommes dit que dans le cadre du programme Power of Dialogue, depuis ces 5 dernières années, se focaliser sur une frange de jeunes et femmes. Donc, frange jeunes et femmes pour essayer de nous interroger sur certaines questions. Parce qu'étant entendu que cette frange constitue, comme on dit, 70% de la population, et quand on parle de remise en question des questions liées à la démocratie, cette remise en question, c'est qui le remet en question. Généralement, c'est cette frange de 70% des jeunes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'interroger sur les relations, mettre en lumière les relations entre les jeunes et les institutions, les jeunes et l'élite politique aussi, et les jeunes avec la société de manière générale. Et sur cette base, c'est offrir cet espace où ces jeunes, par eux-mêmes, qui puissent se parler, des jeunes d'horizons divers, d'intérêts souvent peut-être divergents, parce que vous avez des jeunes du Sahel, notamment du Burkina Faso, du Niger, du Mali, et d'autres jeunes de la zone sahélo-forestière, notamment le Togo et le Bénin, idem aussi avec le Sénégal. Donc ces jeunes puissent s'interroger sur les relations entre les institutions et eux-mêmes, cette frange de jeunes. Et donc leur aspiration, c'est de discuter ici, quand on entend bien, c'est une aspiration à avoir des institutions justes, des institutions équitables, des institutions redevables, mais beaucoup plus aussi, c'est s'interroger sur la dynamique entre ces jeunes et la société d'aujourd'hui, parce qu'ils utilisent d'autres modèles et qui font qu'on essaie d'interroger les normes sociales que nous avons dans nos sociétés. Et ces normes sociales, bien entendu, c'est les valeurs sociétales, et ces valeurs sociétales qui est un atout, qui constituent un atout pour l'Afrique, mais aussi s'interroger sur ces valeurs sociales pour éviter de vivre en autarcie. Et cette autarcie n'est ni souhaitable, ni aussi possible pour aucun État.